Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va interpréter ensemble un spectre RMN. On va coupler en fait la RMN à l'infrarouge, donc ça va permettre de montrer en fait l'importance d'utiliser un spectre infrarouge dans certaines interprétations de molécules, notamment quand on a des groupements très caractéristiques, c'est-à-dire qui sortent à des nombres d'ondes extrêmement précis et qui nous permettent d'identifier formellement des groupes caractéristiques. C'est un peu l'idée de l'infrarouge, d'accord? Donc ici on a une formule brute, C7H11NO2. Donc je vous laisse mettre pause, bien sûr, si vous voulez chercher vous-même, voilà, chez vous la solution à ce problème. Et donc on va corriger maintenant. Donc la première étape, c'est bien sûr de déterminer le nombre d'insaturations dans cette molécule. Alors voici la formule. Donc 2 fois le nombre de carbone, moins le nombre d'hydrogène, moins le nombre d'halogène, ici on n'en a pas, plus le nombre d'azote, plus 2 divisé par 2. Donc c'est parti, nous on a 7 carbone, donc 2 fois 7, moins on a 11 hydrogène, moins 11, pas de, voilà, donc plus le nombre d'azote, on en a 1, et plus 2. Le tout divisé par 2. Ça nous fait 2 fois 7, 14, moins 11 plus 1 plus 2, ça fait 6. Ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. On a donc 3 insaturations dans cette molécule. 3 insaturations à placer. Donc ça peut être dans un carbonyle, ça peut être dans diverses fonctions, des alcènes, etc. Mais on a 3 insaturations à placer. C'est important de le savoir, d'accord ? Donc je vais renoter ici NI égale 3. Et donc on va regarder sur notre spectre IR. Donc déjà, on va vérifier qu'on a bien tous nos protons. Alors première chose à faire, c'est de détecter ce pic là à 7,27 en fait. Mince. 7,27, ici c'est le solvant, le CD, le chloroforme de Terré. Merde, CDCl3. Il sort toujours à 7,27 ppm. D'accord, c'est un pâté, donc on l'élimine tout de suite, c'est le solvant. Il ne nous intéresse pas. D'accord, ce qui nous intéresse, c'est donc ici. Donc c'est-à-dire entre 0 et 3,5 ppm. Ok. Et en fait, ça va très vite puisqu'on a deux pics. On a un pic qui intègre pour 9 hydrogènes. D'accord. Donc dans d'autres vidéos, je montrerai comment on calcule le nombre le nombre de protons sous un pic quand on ne nous le donne pas. Ici, il est donné. Mais on commence doucement. Donc on a 9 protons sous ce gros pic, c'est un singulet, d'accord? Donc on sait que si on a 9 protons équivalents sous ce pic, c'est forcément qu'on a un terre-butyl, d'accord? Hop, là je vais mettre ça parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a ici. Mais pour avoir 9 protons équivalents, c'est qu'il y a 3 CH3, d'accord? C'est que il y a 9 protons qui sont tous équivalents. Et les protons d'interbutyl sont forcément tous équivalents parce qu'on a une rotation, d'accord? Donc tous les protons se valent en fait. Donc c'est très pratique puisque ça nous permet déjà d'attribuer 9 protons. Donc sur les 11, on en a déjà attribué 9. On sait où ils sont. Ils sont ici. Ok. Et on a attribué aussi 4 carbones, parce que si on a nos 3 carbones, nos 3 CH3 qui forment nos 9 protons, ils sont liés donc à un seul carbone. Ok. Et puis on a 2 hydrogènes, donc on a 2 protons de ce côté-là, donc très certainement un CH2. D'accord. Maintenant, on va regarder du côté du spectre infrarouge. Qu'est-ce qui va nous dire ce spectre infrarouge? Alors, vous voyez qu'ici, il avait déjà été surligné, malheureusement, en bleu. Mais effectivement, on a quelque chose d'extrêmement caractéristique ici. Et là, il faut se munir de cette table d'infrarouge. Mais à 2262, ici, on repère un pic moyen. Et ça, c'est le pic très caractéristique du nitrile. C'est triple liaison N. Et là, c'est très pratique puisque sur nos 3 insaturations, on en place déjà 2.
Ok. Et en plus, on a attribué un autre carbone. On sait qu'on a une C triple liaison N. Donc ça élimine toute possibilité d'avoir un nitro ou une amine, etc. Tout ça, ça part. Maintenant, on a un nitrile. Ça, c'est certain. Donc vous voyez la force de l'infrarouge. On a directement indéterminé qu'on avait un nitrile. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois ici 1744, je vois un pic. Ça, c'est caractéristique de la liaison CO. Ok? C'est caractéristique de la vibration de la liaison CO. Ok? Mais aussi, ici, je devine des pics de liaison CO. Ces liaisons simples. D'accord? Donc, comme je fais ma somme de tout ce que j'ai trouvé depuis le début, j'ai une fonction nitrile. D'accord? J'ai un terbutyle. J'ai un CH2 qui me renvoie un singulier, c'est-à-dire que ses voisins, il n'y a aucun proton ici et il n'y a aucun proton ici. Et j'ai pour sûr un C double liaison O. Mais il me reste un autre O à placer. Eh bien, je vois que, en fait, la seule possibilité que j'ai, c'est de faire l'ester tout simplement. En fait, même si j'avais pas trouvé que c'était un ester avec le spectre, c'est la seule possibilité que je peux faire pour former une molécule avec tous ces groupements-là. Donc j'en déduis que la molécule, ça ne peut qu'être le terbutyle lié à O, à un ester, pardon. J'ai oublié un carbone en cours de route. Pardon. Hop. Ester. Et ici, je mets mon nitrile. D'accord? Et pourquoi je pourrais pas avoir par exemple terbutyle O CH2 carbone nitrile? Pourquoi cette molécule c'est pas possible? Parce que ce CH2 il est très déblindé, d'accord? Et que ces CH3 là, s'ils avaient été à proximité de cet oxygène là, ils seraient beaucoup plus déblindés que juste à 1,5 ppm. Donc en fait, même sans avoir à interpréter tout en utilisant beaucoup plus de tables en RMN, on peut facilement déduire que la molécule que l'on a, c'est celle-ci. D'accord? Voilà, donc c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Merci.